Alors la régie me dit qu'ils vont enchaîner très rapidement, ils sont déjà en train de s'installer, donc du coup je vais passer sur les CV des intervenants de la seconde table ronde. Et on pourra parler plus en détail à la fin papoter plus en détail à la fin de la seconde séance si vous le souhaitez. Donc là, la table ronde, elle va être animée par Alexandra Roulet et Nino Dos Santos. Alexandra Roulet, elle est euh, assistant professeur en économie à l'INSEAD, qui est une business school qui est assez connue pour ses MBA, c'est Master Business Administration, qui est en France à Fontainebleau, je crois, l'INSEAD. Notamment, je crois que c'est Giscard d'Estaing qui en était diplômé, par exemple. Euh, Alexandra Roulet, elle est notamment diplômée de l'École normale supérieure de Paris et elle est doctoresse en économie, docteur en économie de l'Université d'Harvard. Ses travaux sont concentrés sur le droit du travail, sur le travail et l'économie publique. Elle publie dans des journaux d'économie. Euh, Elle a travaillé avec, je pense que c'est une traduction anglaise de l'ANPE, French Public Employment Service, donc ça doit être ça doit être Pôle Emploi, j'imagine, sur comment augmenter la mobilité des chercheurs, des gens en recherche d'emploi. Elle a publié 3 livres, à savoir Repenser l'État pour une social-démocratie de l'innovation, qu'elle a publié avec Philippe Aghion. Donc si vous connaissez Philippe Aghion, ça vous dit un peu où est-ce qu'elle se situe. Philippe Aghion, il a soutenu François Hollande, puis Emmanuel Macron. Il est grosso modo centre droit, on va dire. Euh, enfin, en tout cas, il n'est pas parmi les économistes. On va dire que c'est pas un hétérodoxe. C'est clairement un orthodoxe. Elle a publié un second bouquin, Évaluation et Big Data de nouveaux outils pour l'action publique. Alors, pardon, non, c'est des bouquins, non, c'est des chapitres dans un bouquin, pardon. Évaluation et Big Data de nouveaux outils pour l'action publique et une action publique optimisée vers la fin du politique, point d'interrogation, dans un bouquin qui s'appelle L'État en mode start-up, édité par Yann Algan et Thomas Cazenave. Pareil, si ça vous parle, vous voyez un peu où ça se situe sur le spectre des économistes. Mais on est toujours pas très loin. Les mauvais appariements sur le marché du travail, dans la collection Sécuriser l'emploi aux presses de Sciences Po Paris. Les 3 bouquins qu'elle a donc publiés. Nino Dos Santos, elle est journaliste au bureau londonien de CNN Europe. Elle a notamment beaucoup couvert le Brexit et tu me fais des signes hein, quand elle a notamment beaucoup couvert le Brexit et les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Euh, et la couverture de beaucoup d'événements, notamment les attaques de Paris et de Bruxelles, les attaques terroristes. Euh, euh, voilà. Et elle est licenciée en sciences biologiques de l'Imperial College of London. Et un master d'économie en français et en Dutch. On le fera avec un peu de différé, ma chère Régie. Euh, et elle parle notamment français et italien, espagnol, portugais et allemand. C'est vous dire, Nino Dos Santos, si elle maîtrise un grand nombre de langues. Hollandais ou allemand, c'est une bonne question. Peter Dezer, c'est écrit Dutch, donc je pense que donc je sais pas. C'est les biographies que je vous lis sont en anglais. Et alors, parmi les intervenants de la table ronde, Jean Benardo. Jean Benardo, il est CEO de HSBC. CEO, c'est PDG. C'est un ancien de l'école polytechnique et de l'école nationale supérieure des télécommunications de Paris. Il est également diplômé en économie de Sciences Po Paris. Avant de rejoindre HSBC, il travaillait au ministère de l'économie et des finances et il a été également adjoint technique auprès du Premier ministre français. Merci Kylian pour ton 14e mois de soutien. En 97, Jean Benardo rejoint la HSBC, qui est donc une banque. HSBC, je crois que c'est Hong Kong. HSBC, est-ce qu'il y a... Oui, à l'origine, c'était Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC. Donc, Jean Benardo, il rejoint la HSBC en 97 dans le département de finances d'entreprise. Il devient directeur de la branche en 2000 et il s'est occupé
plusieurs négociations de M&A. M&A, c'est Merging and Acquisition, donc des entreprises des grosses fusions d'entreprises, notamment dans les domaines du transport, des télécoms, des médias et de la technologie. En 2004, il devient coprésident adjoint en charge de ce secteur-là chez HSBC France, general manager en 2005. En 2007, il monte encore et maintenant il est PDG de la banque. Après avoir été PDG adjoint. Gilles Finchelstein, alors évidemment, il n'y a pas. Alors attendez, donnez-moi une seconde. Hop. Gilles Finchelstein, c'est un ancien de Sciences Po Paris. Aujourd'hui, il est directeur général de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finchelstein, pardon. Il est ancien de Sciences Po Paris. Il a aussi une maîtrise en droit social. Il a été l'auteur des discours de Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, vous vous en souvenez, qui était l'un des patrons du Parti socialiste français et un ancien Premier ministre. Attendez, je continue. Hein. Il a été conseiller, donc là on revient sur Gilles Finchelstein. Il a été adjoint de Dominique Strauss-Kahn quand Dominique Strauss-Kahn a été ministre de l'économie et adjoint de Pierre Moscovici en charge des questions politiques. Il a bossé sur le programme de Lionel Jospin pour la présidentielle de 1995 et celle de 2002. Ah non, il aurait bossé, pardon, mais lui réfute l'information, pardon, mea culpa. Depuis 2000, il est directeur de la Fondation Jean Jaurès. La Fondation Jean Jaurès et aussi directeur des études de Euro-RSCG. Euro-RSCG, c'est un cabinet de conseil en communication. Et la Fondation Jean Jaurès, c'est un think tank proche du Parti socialiste, grosso modo, proche de la gauche de gouvernement, on va dire. Il travaille également il est directeur d'études chez Havas, Havas qui est une agence publicitaire. Voilà. Ensuite, troisième invité de cette table ronde, Stéphane Kouth, K-O-O-T-H-S, je ne sais pas comment ça se lit, je suis désolé. Stéphane Kouth, il est professeur d'économie et en charge de la prévision auprès de l'Institut Kiel pour l'économie mondiale. Il est diplômé de sciences et docteur en économie de l'université de Münster en Allemagne, où il a travaillé en tant que chargé de recherche et professeur pour l'Institut d'économie industrielle. Donc l'économie industrielle, je vous ai déjà dit tout à l'heure ce dont il s'agissait. Il a dirigé l'Institut pour Computational Economics de Münster et le département d'analyse macroéconomique et de prévision de l'Institut allemand de recherche économique. Depuis 2010, il a rejoint l'Institut Kiel, où il est maintenant professeur d'économie et en charge de la prévision. Et il travaille également pour un think tank basé à Berlin qui s'appelle Prometheus. Il est également membre du board des directeurs du Conseil économique mondial. Et enfin, attendez, mes fiches sont dans le désordre, donc est-ce que c'est bien, je dis enfin, mais est-ce que c'est bien les 4 invités ou est-ce que j'en ai oublié un? Non, c'est bon, c'est bien ça. Muriel Pénicaud, 4e invité. Muriel Pénicaud, elle est ministre du Travail dans le gouvernement français, bien entendu. On la voit régulièrement aux questions d'actualité au gouvernement. Muriel Pénicaud, elle a été ambassadrice en charge des investissements, ambassadrice française en charge des investissements internationaux et notamment directrice entre 2014 et 2017 de Business France, qui est en gros l'agence qui est en charge de la promotion du territoire français, donc l'agence qui dit aux entreprises à l'international, venez investir en France, voyez à quel point c'est vachement bien. Elle a travaillé... Non, pardon. Attendez, comme c'est en anglais, je lis et je traduis en simultané. Elle a travaillé aux ressources humaines du groupe Danone pendant 6 ans, de 2008 à 2014. Elle était membre du comité exécutif notamment, en charge de l'innovation sociale.
et Danone, où elle bossait depuis 1993 avant cela. Elle a également travaillé chez Dassault Systèmes entre 2002 et 2008, donc elle a fait Danone, Dassault Systèmes et ensuite Danone avant de rejoindre Business France, puis d'entrer au gouvernement français. Elle a été plusieurs fois adjointe au ministère du Travail, auprès des ministres du Travail. Elle a travaillé également chez Orange, elle a travaillé à la SNCF, elle a travaillé chez Aéroports de Paris entre 2014 et 2017 également. Enfin voilà, donc Muriel Bénicaud, haute administration française, elle est diplômée de l'université de Nanterre, et elle a également suivi des études à l'INSEAD dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est donc aujourd'hui notre ministre du Travail. Voilà, vous avez les CV des invités et donc on va pouvoir commencer à suivre la seconde table ronde avec les 10 invités. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, je suis Nina Dos Santos, je suis une présentatrice et correspondante chez CNN à Londres, où je joue aussi le rôle de Europe Editor. Donc ça veut dire que je parle de matières économiques et financières et aussi, malheureusement pour nous en Angleterre, le Brexit. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler d'autre chose. Par contre, je suis ravie d'avoir l'honneur de modérer, de animer ce débat intitulé « Le dialogue social à la preuve de la montée des individualismes ». Sur notre panel, comme vous pouvez voir, nous avons des noms prestigieux et aussi des experts sur ce terme, c'est clair. Mais nous avons aussi un membre du gouvernement français, Muriel Pénicaud, le ministre du Travail. Nous sommes ravis que vous puissiez intervenir sur ce débat et cette session aujourd'hui, Madame la Ministre. Oh, bah attendez, il y a des invités en sur plus. Ma droite, nous avons aussi Sharon Burrow, le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale. Ils n'étaient pas au programme. Auprès d'elle, Gilles Finkelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Sur votre droite, au fond, Jean Bonnardo, le PDG de HSBC France, qui va nous parler du secteur privé dans ce contexte, et Stefan Kutz, qui est le professeur de l'économie au Kiel Institute of Economics en Allemagne. Deux parmi nos intervenants vont parler en anglais. Avant de leur donner la parole, par contre, j'aimerais bien vous présenter Alexandra Roulet, professeure d'économie à INSEAD. Qui est donc tout à gauche sur votre écran. Diplômée à Normal Supérieur et ayant son doctorat à Harvard aux États-Unis. Elle a écrit 2 livres sur le monde du travail en France et évidemment le rôle de l'État à cet égard. Donc Alexandra, à vous. 2-3 minutes pour contextualiser le thème en question aujourd'hui. Merci. Merci Nina. Donc, à première vue, quand on réfléchit au thème de notre session... Je vous rappelle que le thème, c'est le dialogue social à l'épreuve des individualismes. Sur le dialogue social sont plutôt mises à mal par la montée de l'individualisme. C'est le thème des rencontres. La confiance dans les instances représentatives traditionnelles semble s'éroder dans la plupart des pays développés. Et du coup, il s'agirait de nous demander... comment moderniser, comment relégitimer, comment vivifier les organes du dialogue social avec différents angles. Par exemple, on aura peut-être l'occasion d'aborder la question de savoir s'il faut mieux négocier au niveau de l'entreprise ou au niveau des branches. Ah, j'ai pas pu vous lire le petit texte introductif. Également un petit peu la discussion et nous demander si l'enjeu est simplement de réformer et d'adapter le dialogue social tel qu'on l'entend habituellement. Donc, d'abord une petite remarque en passant, qui est finalement, est-ce qu'on a vraiment connu un âge d'or du dialogue social? Oui, Pénicaud va nous parler de dialogue social, on va pouvoir parler syndicats notamment. Hier était mieux qu'aujourd'hui. On pourra en discuter, on aura l'occasion de revenir un peu sur l'histoire du dialogue social. Mais plus fondamentalement, je me demande s'il faut se contenter de réfléchir au dialogue social sous sa forme traditionnelle, par rapport aux événements qu'on a connus en France cette année. Donc, à côté d'elle, c'est Jean Bonnardo, sur le mouvement des le Gilets PDG jaunes, de HSBC. Que le gouvernement a instauré. Et je me demande si on peut y lire une sorte de besoin, voire une nécessité, de trouver des formes totalement nouvelles de mobilisation et de dialogue.
Je suis bien consciente que certains diront que ces événements relèvent plus de la confrontation, de bras de fer répétés, etc., que du dialogue. Il est vrai que les Gilets jaunes ont refusé régulièrement d'envoyer des représentants dialoguer précisément avec le gouvernement. Mais il me semble que le gouvernement, en réponse à ce mouvement, a instauré un grand débat et que la population française a répondu présente à ce débat. Et c'est en ce sens qu'on a eu un exemple de dialogue un peu différent du dialogue social, mais tout de même une nouvelle forme de dialogue cette année en France, et vraiment du dialogue à l'heure de l'individualisme, au sens où ce sont vraiment énormément de citoyens qui ont pris la parole en tant qu'individus, et on a essayé de voir se dessiner des grandes tendances à partir de toutes ces contributions individuelles. Et donc ça me semble être un dispositif utile et nouveau. Alors, je suis bien consciente qu'on est très loin du dialogue social au sens habituel, c'est-à-dire où représentants des travailleurs et du patronat négocient autour d'une table sur des sujets qui ont trait au marché du travail, au monde de l'entreprise. Mais compte tenu des mutations sur le marché du travail, du fait que les individus vont être confrontés à des employeurs très très nombreux, à des carrières beaucoup plus éclatées, à des jobs d'appoint multiples, je me demande si le dialogue social ne doit pas s'inscrire dans un dialogue citoyen plus large et si on ne doit pas réfléchir au lien entre les deux. D'ailleurs, parallèlement au grand débat, en février, on a eu une sorte d'échec des négociations sociales au sens traditionnel au sujet de la réforme de l'assurance chômage, où les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc le gouvernement est intervenu pour réaliser les arbitrages lui-même d'une réforme annoncée fin juin. On peut d'ailleurs se demander si cette intervention de l'État était la conséquence de l'échec des partenaires sociaux ou s'il y a également contribué en imposant une lettre de cadrage très stricte. Mais en tout état de cause, la question qui se pose, il me semble, c'est de savoir s'il faut surtout travailler à rendre si le principal enjeu, c'est de travailler à rendre les partenaires sociaux plus à même de dialoguer, ce qui veut probablement dire leur donner plus de marge de manœuvre, les rendre plus représentatifs, ou s'il faut aussi s'ouvrir à des formes entièrement nouvelles de dialogue social. Et j'espère bien sûr que la discussion ne se limitera pas au cas français, parce qu'il me semble que c'est chaque pays qui doit réfléchir à la meilleure façon d'intégrer dans le dialogue social tous ceux qui sont exclus du marché du travail, ceux qui sont exclus de l'emploi stable, par exemple les travailleurs pour les plateformes numériques, les travailleurs pour les agences d'intérim. Par ailleurs, c'est également parmi les formes nouvelles de dialogue social la question du numérique. Comment exploiter le potentiel du numérique pour fluidifier et potentiellement démocratiser le dialogue social sans tomber dans les excès et notamment la radicalisation que le numérique peut parfois entraîner. Donc voilà un aperçu des questions que nous allons traiter dans ce panel. Merci beaucoup Alexandra. Vous pointez le fait qu'il n'y a pas de représentants des partenaires sociaux, c'est vrai que c'est un peu dommage, je suis d'accord avec vous. Président Macron a évoqué l'importance toujours là. récemment pour faire face au dérèglement du système capitalisme. Il a promis évidemment plus d'humanité, plus de proximité. Mais comment créer les conditions pour atteindre ce but? D'abord, je crois que Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Il faut clairement se dire qu'on a besoin de dialogue social dans une démocratie avancée. Pour moi, la démocratie, c'était une de vos questions. C'est d'abord la démocratie représentative, élective, donc le président de la République, les parlementaires, les élus locaux, qui sont élus au suffrage universel. C'est ce qui caractérise, c'est le socle, c'est la colonne vertébrale de la démocratie. Mais je crois qu'elle ne suffit pas. Cette colonne vertébrale, elle doit être nourrie par deux choses. La démocratie sociale, c'est-à-dire le dialogue social, y compris la capacité de négociation collective, et la démocratie participative, citoyenne, de terrain, dont on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une revendication forte, une tendance, pas simplement en France, partout. Et effectivement, la dame citoyenne et d'autres choses. Celle qui a été ajoutée visiblement à la dernière minute à la conférence, c'est Sharon Burrow, qui est secrétaire générale de la conférence syndicale internationale et ancienne présidente du Conseil australien des syndicats, donc elle est représentante. Social, cette négociation collective, alors pas du dialogue social en France, mais je crois qu'il ne peut pas vivre qu'au plan national. Et avec Sharon Burrow et d'autres du côté syndical et patronal, lors du G7 social, le G7 des ministres du Travail et de l'Emploi, il y a un mois. Je vous mets sa fiche Wikipédia dans le chat. Nous sommes accordés sur une plateforme qui est à la fois les 7 pays et les organisations syndicales et patronales au plan mondial et au niveau de l'OCDE. Et ce matin, le L7 et le B7, le correspondant business et labor du G7, ont signé une plateforme tout ça va nourrir le G7 des chefs d'État. Donc je crois qu'il faut aussi se dire qu'il y a des sujets qu'on ne peut traiter qu'en ayant la double aspect national et international. Pourquoi? Parce que les chaînes de valeur sont mondialisées, parce que aujourd'hui, quand les pays
du G7, qui représentent 40% du pays mondial, agissent, ils ont un impact, pas simplement pour leur propre sphère domestique, ils ont un impact sur le monde. Et donc, aujourd'hui, par rapport à une forme de capitalisme qui, aujourd'hui, a tendance à ne pas prendre en compte le sujet des inégalités, de la justice sociale en compte, nous pensons qu'on va dans le mur s'il n'y a pas plus de justice sociale, pas plus de régulation sociale dans la mondialisation. C'est pour ça que dans cette plateforme, et ça va être porté au G7 des chefs d'État, on est aussi tous engagés sur regarder comment le multilatéralisme doit se développer, c'est-à-dire la prise en compte d'une cohérence entre les normes sociales du travail, les standards sociaux, en tripartite, on négocie à l'Organisation internationale du travail, mais aussi nos pratiques d'État, à la Banque mondiale, à l'OMC et au FMI. Donc cette cohérence multilatérale, ça a l'air très loin du sujet, mais en fait c'est complètement lié. On ne peut pas simplement additionner des pays aux autres, il faut cette réflexion. Au plan national, je dirais que un des sujets que vous évoquez, qui est le cœur de la table ronde, c'est quel sens du dialogue social et de la négociation collective dans une société qui s'individualise. Ce phénomène est mondial, il n'est pas spécifique à l'Europe ou au G7. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'individualisme de nos sociétés rebat un certain nombre de cartes, mais pas simplement dans le domaine syndical. Et ce n'est pas, j'allais dire, le problème des syndicats. C'est une évolution de société qui fait que c'est vrai pour les entreprises qui voient le zapping au recrutement, c'est vrai pour les partis politiques, c'est vrai pour les organisations syndicales, c'est vrai pour les communautés éphémères des réseaux sociaux. Donc de toute façon, c'est un fait. On ne peut pas discuter. Enfin, c'est un fait qu'il y a plus d'individualisme. Et la question, c'est que ça re-challenge, ça re-questionne le dialogue social. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la question des 30 Glorieuses, qui était quel est l'idéal que défend tel syndicat, tel parti politique, souvent, c'est substitué à une autre question, c'est substitué, qui est si j'appartiens à telle organisation, en quoi ça m'aide dans mon parcours, dans mon devenir, qu'est-ce que ça m'apporte ? Et ça, c'est un changement fort qui peut amener, si on est négatif, c'est pessimiste, et c'est une des possibilités, à ce que l'individualisme, petit à petit, dissolve le dialogue social d'une certaine façon, ou alors, il amène à le réinventer. Et je pense que ça n'est pas écrit d'avance. Réinventer, ça veut dire quoi ? C'est que cette individualisation amène aussi des exigences nouvelles pour le dialogue social, pour le refonder. Je vais prendre plusieurs exemples. Clairement, la quête de sens est très très forte chez les jeunes. On le voit sur le climat, on le voit à l'embauche. L'économie sociale et solidaire fait un tabac. Les jeunes diplômés préfèrent être entrepreneurs ou dans l'économie sociale et solidaire que d'aller dans un certain nombre de grands groupes qui les attiraient avant. Et donc, c'est pour ça qu'avec Bruno Le Maire, nous avons lancé cette mission. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Et à Jean-Dominique Sénard, qui a abouti dans la loi Pacte à la question de la raison d'être. Et moi, je crois qu'on la loi Pacte, c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, une loi qui est passée il y a quelques mois. Du sens, parce que là, il y a des capacités d'attraction, de retrouver des nouvelles formes d'engagement et probablement de refonder un dialogue social qui, lui, sera porteur aussi d'enjeux de société et pas simplement des intérêts d'un groupe de salariés, des enjeux de société. Je pense qu'il y a une grande partie du syndicalisme qui est prêt. Et je pense qu'on n'évitera pas cette question du sens, mais ça peut être une chance. C'est la même question pour les partis politiques, mais ça peut être une chance pour le dialogue social. Madame la ministre, merci beaucoup. Ça me paraît... Muriel Pénicaud qui a pu donner la position du gouvernement sur l'évolution du dialogue social. Enfin, j'imagine la position du gouvernement. Quel est le rôle du syndicat aujourd'hui quand ça fait face à la montée de ces individualismes ? Le concept du collective bargaining, est-ce que c'est quelque chose qui va se reformer ? Alors vous voyez, l'intervenante va parler en anglais, elle a un truc pour lui traduire le machin qu'elle tient là. Thank you, and I apologize. My French is not up to. Mon français n'est pas au niveau. Je suis désolé. Look, I'm intrigued by these questions because social dialogue can be very informal. It can be actually, an employer calling you up. They do often when. Le dialogue social peut être informel. Et ça peut se faire entre la poire et le dessert. It can be the kind of new institutional dialogue that we exhibited today, where even though we initiated this actually with the French employers during the G20 discussions here in France, led by France in Cannes,
Today we did it with the G7 and with the support of Minister Pennico. Avec le we G20 et have le an G7 historic, et le support de instrument through Dominique social Pennico. dialogue out of the labour social, and of course she called this improving social justice for the world. And we have a tripartite declaration. On essaie That's d'améliorer la historic justice sociale pour in le the monde. G7 context. And if you think these are the biggest economies in the world, they have a responsibility to lead, but so too do business and labour. And today we said to the G7 country leaders, presidents and prime ministers, that when you meet in Biarritz, we want you to think about these things, and we already have a tripartite social declaration to build on. On a dit aux leaders des G20 et G7, on veut que vous réfléchissiez aux questions sociales lors de vos prochains rendez-vous en août. Freedom of association and collective bargaining, the right to organise, the right to bargain collectively. But that's only one aspect of it. You can also now see where we are negotiating global framework agreements, because Minister Pennico's right. In the supply chain context, many companies are good citizens in France or the Netherlands or Germany. On essaye de faire en sorte que le dialogue social soit plus généralisé avec des accords plus globaux. And they have established routines around social dialogue and bargaining. But in the supply chains, I walk them, and many are dehumanizing examples of exploitation. Il y a des entreprises qui se comportent bien et d'autres qui se comportent mal. Framework agreements with industrial structures that do two things. They support that local social dialogue, but within a global frame, because companies have committed to a range of things, including, again, France is a leader here, due diligence. And the vigilance law is a leader. We want due diligence mandated everywhere. It's not about sanctions, it's Et les grands accords, ça nous permet de lutter contre les entreprises qui jouent pas le jeu, notamment sur certains domaines comme le domaine de la due diligence, qui est le fait de... But then there are some other areas. In our own global institution, the ITUC, we've put peace and democracy back on the agenda. We never thought we'd have to do this, or at least I didn't think I'd have to do this. On veut remettre de la démocratie dans le dialogue social. J'explique ce que c'est que due diligence après, si vous voulez. That we're building other sorts of dialogues. And so we realize that for young people and for older trade union leaders, the world's not always the same. So we have this series of intergenerational conversations. Il y a aussi des conversations entre les générations à avoir, parce que entre une jeune fille et une travailleuse de 60 ans, il n'y a pas les mêmes visions. In Ethiopia, where we finally brought together the Eritreans and the Ethiopians. For those who follow African conflicts, for us, this is a tout comme il n'y a pas la même vision entre quelqu'un qui travaille en Éthiopie et quelqu'un qui travaille autre part. If we don't have peace in the workplace, if we don't have social dialogue, if you can't bargain for a fair share and decent working conditions, then you can't have national peace. Now we forget, en Éthiopie, qui est une nation où la paix sociale n'est pas acquise, une femme nous a dit il faut du dialogue social, sinon on ne peut pas avoir la paix nationale. Il y a 100 ans, le dialogue social, ça n'existait pas. German trade unions and employers and a few other countries, but World War II was devastating. World War I was devastating, I should say. And so the Treaty of Versailles. Il y avait quelques discussions, mais la Première Guerre mondiale n'a pas aidé. Unions and governments to the ILO, which has set the global norms for 100 years. Are these under attack in some areas? Yes, because ce qu'on a fait après la Première Guerre mondiale a servi de modèle pour les 100 années suivantes. The other big thing for us is not to be frightened of citizens' dialogues. They're social dialogues. Now, unions will play a part, but so will other organizations. We have many. Il ne faut pas avoir peur du dialogue social. Les syndicats ont un rôle à jouer, mais ce n'est pas les seuls. Les associations environnementales. Decisions taken with government or with employers to make sure no worker is left behind at the shift to climate and increasingly technology. But in fact, if you look at our democracy project, it is rebuilding trust in democracy. And one of the boxes, ce qu'on veut, c'est reconstruire la confiance dans le dialogue démocratique. But it's also about environmental and human rights standards. And it's about engagement of people, which has to go way beyond the ballot box. So, on veut faire comprendre aux gens que l'engagement citoyen, c'est pas juste aller voter.
juries, for example, on tough Mais ça passe issues. par plein How d'autres do we choses, get les jurys, representative voices? That yes, Labor will be there, but are there other les associations, representative voices? les syndicats. And my final point is, we're not frightened of we are absolutely angry about the breakdown in formal work. Now, up to 60% Et la of démocratie workers are d'entreprise. in the informal economy, including in all your countries, not just in the developing world. And platform businesses are mostly informal businesses. But are we frightened about bargaining with them? No. Our biggest problem is On that n'aime pas du competition tout la déconstruction, l'ubérisation de la société, en gros. It's not breaking up global monopolies and Mais on n'a pas peur de allowing us to discuter talk avec, about structures, and it's not actually allowing avec us les to bargain, entreprises, as avec we ces know plateformes, we avec can, Uber, à la Airbnb, the etc. entertainment industry with multiple employers for a fair contract price at the floor, because that's seen as collusion. So we need to fix these things, and you can only do that through progressive legislative. Il y a plein de choses à faire, mais c'est l'action législative qui doit, Merci qui beaucoup. peut mener la charge. Évoquer les challenges et les opportunités de la relation entre les syndicats. Bon, j'ai essayé de vous traduire au vol ce qu'elle disait, c'est pas évident, hein, c'est pas mon boulot de traduire Gilles Finkelstein. encore de la bureaucratie. L'individualisme. Merci, Grandad Gay. L'individualisme, point final. Pardon, permettez quelques anglicismes. Le français n'est pas ma langue maternelle. Est-ce que c'est l'individualisme qui est le problème ou le symptôme? Est-ce que c'est la cause? Et est-ce que c'est le seul problème? Gilles Finkelstein, qui est patron du think tank Donc, en 6 minutes, Fondation Jean de Jaurès, manière un peu trop lapidaire. proche de la gauche de gouvernement, grosso modo. En commençant peut-être pour éclairer mon propos par dire d'où je parle. Je suis un social-démocrate, Un SOSDEM qui est une espèce rare en France. Je ne dis que ce n'est pas une espèce protégée, mais c'est une espèce rare. Et donc je crois au dialogue social et au compromis. Et je suis un libéral, du point de vue politique. Inquiet donc de cet état de la démocratie que j'ai proposé d'appeler la démocratie à l'état gazeux, qui se caractérise par son instabilité et par son explosivité, avec à la fois la montée des populismes et, on l'a vu, le retour de la violence. Je dis ça pour éclairer ce qui va suivre sur l'analyse que je fais de la crise du dialogue social et du syndicalisme, autour peut-être de 2 propositions. La première proposition, c'est que l'individualisme est responsable, pour beaucoup, de cette crise, à condition de s'entendre sur ce que l'on entend par individualisme. Je ne crois pas que nous vivions dans une société individualiste, de repli sur soi, où les gens ne s'intéressent qu'à eux. En revanche, nous vivons dans une société des individus, qui sont plus éduqués, qui sont plus connectés, qui sont plus sceptiques, et ça a des incidences majeures sur la démocratie et sur la démocratie sociale. Le fait que Le chacun premier pense pour sa changement, gueule, quoi. c'est un nouveau mode, je le dis de manière très cursive, un nouveau mode de politisation au sens général du terme. On avait une politisation par l'idéologie, on a de plus en plus une politisation par la biographie. Chacun définit ses positions par rapport à ce qu'il vit et par rapport à ce qu'il voit. Okay. Les plus âgés à la télévision, les plus jeunes sur les réseaux sociaux, avec des risques de bulles informationnelles des uns et des autres. Alors qu'avant, ce Ce n'était pas les faisant, expériences des gens deuxième qui changement, formaient leurs idées? Un nouveau mode d'engagement. L'engagement n'a pas disparu, mais il est plus circonscrit dans le temps, il est plus éphémère et plus circonscrit dans son objet. On s'engage pour une cause davantage qu'on s'engage pour quelque chose de plus général. Enfin, et je vais continuer à aller très vite, un nouveau rapport à la représentation. Ça, à la limite, pourquoi pas, ouais. Défiance vis-à-vis des représentants, mais défiance aussi, et c'est sans doute le plus difficile et le plus inquiétant, par rapport à l'idée même de la représentation. On l'a vu, ça a été évoqué tout à l'heure, dans le mouvement des Gilets jaunes, dans lequel l'idée même d'avoir des représentants était considérée par nature comme une trahison. Ces 3 changements-là ont Crise de la démocratie représentative, ok, ça serait des corps surprenant. intermédiaires et sont un défi, évidemment, pour les syndicats. Mais, deuxième proposition, et là aussi je vais vite, s'il y a une responsabilité de cette montée de l'individualisme, qui est une dimension, disons, structurelle à cette difficulté, la question c'est, l'autre question, est-ce que le gouvernement n'a pas aussi sa part de responsabilité? Et je crois qu'il faut qu'on essaie de se poser collectivement cette question. Parce que la société des individus
est un phénomène C'est pas juste- occidental. C'est pas juste l'enfant roi. Or, l'intensité de la difficulté du dialogue social, elle varie selon les pays et elle varie selon les moments. Ça fait maintenant, malheureusement, 30 ans que je suis dans le débat public et je n'ai pas le souvenir d'une période dans laquelle, de manière à la fois aussi durable et aussi large, il y ait un tel mécontentement des partenaires sociaux. Je pense qu'on doit s'interroger, non pas pour refaire la chronique des 24 mois ou un peu plus du gouvernement, mais pour essayer de remonter à ce qui est, je crois, en tout cas pour moi, l'origine de ce malentendu ou de ce différend que je définirais de la manière suivante. La question, c'est qui a la capacité de défendre l'intérêt général, de défendre le bien commun. Qui ça? L'impression extérieure que j'ai, c'est que le président, le gouvernement reste beaucoup sur une idée très ancrée dans notre tradition, qui est que l'État est l'unique, le principal défenseur de l'intérêt général. Ok, tu vois qui d'autre, toi, C'est Gilles? une position qui peut être confortée par l'expérience de ces dernières années, quand on voit l'évolution d'autres acteurs, les dérives parfois des collectivités locales, l'irresponsabilité parfois de certains syndicats. Et ça repose donc sur la défense de l'intérêt général, sur l'alliance du pouvoir exécutif et du pouvoir de l'administration. Qu'est-ce que tu vas faire, Théo? Et de ce fait, Putain, la tu vas me pratique chercher. sociale est assez en cohérence avec cette vision-là, c'est-à-dire qu'on essaie de décentraliser la négociation dans les entreprises et dans les branches, et que au niveau national, au niveau interprofessionnel, il y a au mieux de la concertation et parfois une volonté d'étatisation. Ma conviction est que c'est une idée qui est une idée datée, qu'elle repose sur une vision qui est trop rose de l'État, qui lui-même, dans sa défense de l'intérêt général, voit... Bon, d'accord, mais il y a qui l'administration d'autre dans la défendre défense de parfois l'intérêt ses général, propres intérêts, ou les politiques défendent d'abord leurs propres réponse, électeurs, dis-nous. et sur une vision trop noire des autres acteurs de la société civile, qui ont la capacité, et qui l'ont montré, de se hisser au niveau de l'intérêt général. Je vois que mon temps coule, donc je ne développe pas plus. Donc, Ah, mais attends, on veut savoir qui, Gilles? Voyons. Et j'en termine par là, qui débouche, et c'est pour On ça veut que des je noms. commençais par la démocratie à l'état gazeux, sur une inquiétude politique, c'est de voir, au bout du bout, l'État se retrouver seul face à la société et face aux individus, faute de corps intermédiaires. On en a vu les prémices dans le mouvement des Gilets jaunes. Ah, donc tu On peut pensais en aux corps avoir le intermédiaires. prolongement dans peu de temps dans la réforme des retraites, avec le risque que la confiance qui a été bâtie et qui a été bien bâtie par le gouvernement, Son discours qui est dans dans la le tête dialogue gazeux. avec les partenaires sociaux, C'est soit grave. brisée par les annonces qui risquent d'être faites. Derrière la démocratie à l'état gazeux, il y a parfois ce qu'on appelle un quatrième état de la matière, qui est l'état plasma. La démocratie à l'état gazeux, c'est tous les samedis en manif. C'est quand l'énergie est telle que les électrons sont arrachés aux atomes. C'est la foudre, c'est les aurores boréales. Je pense qu'il est de notre responsabilité Les aurores boréales, c'est du collective plasma. de ne pas en arriver là. Merci. J'ai une pote qui s'y connaît, je lui demanderai, mais il me semble pas. Enfin, j'y connais pas grand-chose, mais il me semble pas. Merci beaucoup, Gilles Finkelstein. Mais ok. Jean Bonnardo, j'aimerais Bon. bien... Je suis pas sûr d'avoir tout compris personnellement, mais vous me dites. Hein. Quel est le rôle du secteur privé face à tous ces changements dans le monde du travail et du dialogue Mais non, ce qu'il social? disait quand même, dans le fond, c'est que l'État doit faire gaffe à pas se retrouver seul à mener le dialogue social, et qu'il faut le faire avec les partenaires sociaux. On devrait avoir de le rien. droit de parler aussi longtemps qu'on veut. On constate tous. Mais il que avait le l'air de dialogue parler social plus ne fonctionne de- pas comme avant, et comme l'a dit le professeur Finkelstein, depuis 30 ans, on n'a jamais constaté autre chose en fait. Des corps Et donc, intermédiaires c'est plus de que remonter plus loin dans le temps de pour la voir sphère comment privée c'est notamment. arrivé, et de montrer que le lien de cause à effet avec la montée des individualismes est en fait très indirect, voire inverse. Depuis 1945, le principal objet du dialogue social en France et dans la plupart des pays d'Europe continentale a été de négocier le partage des fruits d'une croissance économique qui était somme toute assez dynamique jusqu'au premier choc pétrolier. Malgré quelques épreuves de force, un consensus entre gouvernement, employeurs, salariés s'est progressivement bâti sur la construction d'une société plus prospère, plus redistributive, avec des classes moyennes moins différenciées,
un capitalisme tempéré et des libertés individuelles, politiques et économiques réelles. Le partage de la richesse en faveur du travail n'a pas d'ailleurs dépendu que du dialogue social. Il a été puissamment aidé entre 1945 et 1986 par une inflation qui n'a cessé de ronger les capitaux qui n'étaient pas investis dans les actions ou dans l'immobilier, ainsi que par le plein emploi des 30 années après la Deuxième Guerre mondiale. C'est clair que la croissance, ça aide. Au fond, un assez bel équilibre entre des intérêts individuels forts, même si exercés dans un cadre collectif par les partenaires sociaux, et un sentiment. C'est bien le président d'HSBC de France, oui, Gersoval. Trouver son compte, en particulier parce que la croissance était forte, partagée, et les équilibres macroéconomiques maîtrisés. Je pense donc que ce n'est pas la montée des individualismes qui a déréglé ce consensus, c'est la croissance qui a changé de rythme et de contenu. La croissance a ralenti en Europe à cause du premier choc pétrolier et avec l'accélération de... Parce qu'on n'a plus de croissance, on a des inégalités qui se creusent et un dialogue social qui se délite. C'est ce que nous dit Jean Benardo. Le ralentissement de la croissance a été encore plus marqué en France, avec un traitement de la perte objective de pouvoir d'achat du pays qui découlait de la hausse du prix du pétrole, par plus de déficit et plus de dette publique que la plupart des autres pays d'Europe continentale, dont on n'est d'ailleurs jamais vraiment sorti depuis, et qui a généré un enchaînement, perte de compétitivité, chômage, déficit budgétaire extérieur, augmentation de la dette. Oula, le dialogue social s'est quand même poursuivi pendant près de 30 années, presque comme si de rien n'était, en distribuant du pouvoir d'achat à crédit, avant de s'enrayer vraiment, comme on le constate aujourd'hui. Mais le contenu de la croissance a aussi changé. Le progrès repose moins sur du revenu monétaire disponible et davantage sur des améliorations de qualité de la vie plus diffuses, plus collectives, santé, sécurité, avec un monde moins accidentogène grâce aux normes qu'on critique souvent, éducation, plus récemment, préoccupations environnementales, qualité de l'air en ville, lutte contre le changement climatique. Ce sont des indicateurs de prospérité et de bien-être qui ne dépendent pas beaucoup du dialogue social, qui dépendent davantage de l'action politique et qui ne sont souvent pas perçus à leur juste valeur, en tout cas pas tous. Moins de croissance, une composante non monétaire de plus en plus importante de cette croissance, ont créé un sentiment fort d'insatisfaction sur le pouvoir d'achat et donc sur le dialogue social, historiquement très associé. Le dialogue social a reculé non pas parce que les gens sont plus individualistes, mais parce qu'ils ne sont pas satisfaits des résultats du dialogue social, ni sur leur situation personnelle, ni sur celle du pays, dont ils voient bien que, jusqu'à récemment, elle ne s'améliorait guère. Je pense en effet qu'il ne faut pas surévaluer l'individualisme des citoyens. Vous avez noté le jusqu'à récemment. On pourrait le croire à leur sort de court terme s'ils ont le sentiment que le pays va dans la bonne direction, que l'intérêt général progresse, que les espoirs de vie meilleurs pour eux et leurs enfants sont réels. Or, ce n'est pas le cas. C'est l'échec politique à sortir le pays de sa situation de chômage et d'endettement depuis 40 ans qui décrédibilise le dialogue social et incite au repli sur soi et à la montée des individualismes, et non l'inverse. C'est réversible. Une politique économique réussie, pas du bullshit, moi je trouve ça très intéressant ce qu'il dit. Par chacun de la qualité, c'est un peu ampoulé, mais dans le niveau de vie, peut relancer le souci de l'intérêt général et la confiance dans les corps intermédiaires qui retrouveront de ce fait toute leur légitimité dans un dialogue certes social, mais aussi de plus en plus politique et citoyen, pour reprendre le point d'introduction d'Alexandra Roulet. Ce qu'il dit Jean Benardo, c'est en gros, c'est l'échec, c'est de la faute des politiques depuis ces 50 dernières années. C'est parce que on n'a plus de croissance que vous avez écrit que les individus ne s'y retrouvent pas et se replient sur eux-mêmes. Et il faut retourner à la croissance. Oui, tout d'abord, je m'excuse de parler en anglais pour une très simple raison. J'adore la langue française et je voudrais bien vous épargner mes fautes linguistiques. Having said this, let me try to broaden the perspective. On va essayer d'élargir la perspective. This conference is about the loss of confidence, and it's basically a loss of confidence in collectivist solutions. And perte de confiance dans les solutions collectives. And therefore, there's a good reason why this trust in collectivism. Et on demande peut-être trop aux solutions collectives. What is the problem? Well, we are living in very complex, anonymous, large societies. And of course, we need a social communication and coordination mechanism to make these complex societies work. Collectivism means that we are drastically reducing. Quand on parle de solutions collectives, on parle de syndicats, je pense, oui. Je pense, Rader.
classes, or however you might want to call them. And then the whole scene becomes very, very simple again. And this is always suggesting very simple answers to very complex processes that are going on the ground of our economies. Secondly, we tend to re-establish on the macro level those institutions that work very well in smaller groups, like in families or in tribal societies. It's still working in our clubs and our friendships, etc. But these institutions do not work on an anonymous, collectivist level. And Des institutions comme la famille, le tribalisme, etc. fonctionnaient bien par le passé, mais ne fonctionnent pas à un niveau collectiviste national. Compliqué à traduire ce qu'il dit. Has a very, very powerful social coordination and information system, which is our price system. Le système des prix permet de bien faire passer l'information dans un système capitaliste. Knowledge and feeds it into a very efficient and very performant social coordination mechanism. Donc le marché est efficace pour la coordination sociale. By collectivist bargaining. Et c'est un truc que la négociation collective salariale ne peut pas reproduire, n'arrive pas à reproduire. Create these large groups, then there are insiders and outsiders. Quand on crée ce genre de groupe, on a des insiders et des outsiders. I would say is alarming by saying that we have to impose our labor market standards on everyone else on this planet that we want to trade with. This is pure protectionism. Là, il critique l'OMC d'une certaine manière, si je comprends bien. En gros, il dit c'est pas bien d'imposer. Do not depend on the power of unions. C'est pas bien d'imposer la culture syndicale au monde entier. C'est pas tellement l'OMC qui critique, mais un peu. So, to a large extent, what unions have done is they've just replicated what would have came into existence anyway. If there's competition for scarce labor, then wages will increase. What do wage increases depend on? S'il y a de la compétition parce qu'il y a peu de jobs, alors les salaires vont augmenter. Il n'y a pas besoin des syndicats pour aider à cette régulation automatique que le marché fait très bien. Lower levels of wages. This is not due to exploitation or lower social standards or whatever. This is just due to their lower level of development. Si jamais il y a des salaires plus bas dans certains pays, c'est pas à cause de l'exploitation, mais parce que les cours sont pas les mêmes, les cours des monnaies sont pas les mêmes. En gros. These collectivist approaches tend to produce losers, the outsiders, those who are not part of this dialogue. Les outsiders des syndicats sont perdants de ce dialogue social. Are the losers who are affected by these collectivist illusions and collectivist approaches. Ces approches, il a fait un lapsus, ces illusions collectives, il voulait dire ces approches collectives, produisent beaucoup de perdants. Ways of policy making are a good idea. It's just ignoring that it comes at high cost. These costs have been kind of compensated for in the past by deficit spending, but this ces coûts se retrouvent dans les déficits des États. A lot of governments on this world are very highly indebted. Some of them are even over indebted. Beaucoup de gouvernements sont très endettés. Some of the countries are not crystal clear, fully solid, to put it this way. So the ammunition to compensate the losers out of the government budget is becoming narrower and narrower. À cause des dettes, les ressources dont on dispose pour aider ceux qui sont laissés à la marge du travail social, du dialogue social, sont de plus en plus faibles. Merci beaucoup, Stéphane Claus. Et on est moins en mesure de les sauver on a une question en cas de
du groupe 18-28, mais je voulais juste donner à Madame la ministre, cas de Madame souci. Pénicaud, l'opportunité de... Il y est effectivement allé à fond. Ce Hein, que Stéphane Coates a dit. Combien de minutes Alors, d'abord, quand j'écoute la diversité du panel, là, on pourra pas dire qu'il n'était pas divers. Je me dis que moi, qui me définis comme social et libéral, et en même temps économique et social, je sais vraiment pourquoi encore plus quand je vous écoute. Voilà. Je veux dire par là que bon, Stéphane, vous croyez pas finalement à la valeur ajoutée économique et sociale de la négociation collective. Moi, si. elle a très bien résumé, Muriel Pénicaud. L'histoire, et je crois vraiment, si on n'a pas un open fair trade, et si on n'intègre pas la dimension sociale, la justice sociale plus dans les modèles économiques mondiaux, on va dans le mur. Aller dans le mur, c'est quoi? C'est le rejet des populations parce qu'il y a trop d'inégalités. Ça pousse au protectionnisme, au nationalisme, au conflit, parfois à la guerre. Et avec ça, le business, il est perdant aussi. Donc ça, j'ai une conviction forte, c'est qu'on n'a pas le choix d'un progrès social parce que la guerre, c'est pas bien à cause du business. Enfin, c'est pas bien pour le business. Au progrès économique et d'ailleurs, je pourrais faire le même raisonnement sur le plan écologique. Alors, sur le partage de la valeur, je suis une fan de la partage de la valeur. D'ailleurs, dans la loi Pacte avec Bruno Le Maire, on a élargi le champ pour que ça puisse être aussi possible dans les petites entreprises. Pacte, pour rappel, c'est le plan pour l'action et la croissance le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, qui est la plus grosse loi, enfin une des plus grosses lois de ce quinquennat, qui fait passer une bonne partie des mesures promises par Emmanuel Macron. Tous les problèmes d'individualisme, je pense qu'ils sont un peu plus profonds et un peu plus liés à des aspects sociétaux qui sont mondiaux et générationnels. En ce qui concerne la guerre, c'est pas bon pour le business, ça dépend. La guerre chez toi, c'est pas bon pour le business, énigmatique, mais la guerre chez les autres. Que j'ai pour lui. Bon, ok, on a tout faux et on a cassé le dialogue social. Je caricature un peu. Je pense qu'en fait, on est dans des tensions, des contradictions plus compliquées aujourd'hui. Et ça a toujours été le cas à différentes périodes. Dans les périodes de mutation, et c'est la beauté de la démocratie, on a le droit de ne pas être d'accord. Il y a des moments où les partenaires sociaux sont d'accord entre eux, d'autres pas. Il y a des moments où les gouvernements sont d'accord avec les organisations syndicales ou patronales, ou les deux, ou pas. Et moi, je revendique ça pour les partenaires sociaux comme pour les gouvernements. Il y en a qui sont responsables devant des électeurs, d'autres devant leurs mandants. Et bien sûr qu'il faut chercher toujours la convergence. Mais ça n'est en soi pas grave sur le long terme si de temps en temps on ne converge pas et si régulièrement on converge. Et aujourd'hui, je voudrais dire que, je vais donner 2 exemples, la loi sur l'obligation de résultat entre l'égalité entre les femmes et les hommes, en salaire et en opportunités de carrière. Je dirais qu'il y a la 2e vague après la loi sur la participation des femmes à la gouvernance des entreprises. On l'a réussi. Pourquoi? On est en train de le réussir parce qu'il y a eu 4 mois de débat patronat et syndicat et qu'on a ensemble construire cette feuille de route qui est maintenant dans la loi Avenir professionnel que j'ai eu l'honneur de porter et qui donne des fruits. Pareil, on l'a évoqué avec Sharon Burrow, cet accord, cette déclaration tripartite inédite entre les organisations syndicales et patronales et les gouvernements du G7, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du G7 et des G20. Et donc ça, on est en train de progresser. Donc il peut y avoir des sujets sur lesquels les uns ou les autres... Pour rappel, G7, c'est tas de raisons qu'on peut expliquer, mais c'est un pas groupe lieu. de 7 pays occidentaux, Mais moi, je suis persuadée que sur le long terme, ça, c'est incontournable. à Et en tout savoir cas, le moi, je veux Canada, pas pour ça, l'Italie, parce la que France, cette convergence de l'économique et du Royaume-Uni, social, elle est clé. Le social États-Unis, pour le évidemment, social, l'Allemagne, ça fait plaisir, mais ça s'appelle la charité, c'est pas l'Italie. forcément durable. L'économique pour l'économique, et l'Union européenne. on a déjà vu, on a payé pour savoir plusieurs fois, ça tourne vide au sol financier. Ça n'est pas durable non plus, parce que ça produit trop d'inégalités. La richesse ne peut pas être juste pour quelques-uns, une tête d'épingle Le Japon, j'ai des dit. habitants de cette planète. Par contre, Attends, lorsqu'on pourtant, j'en avais articule les 7. deux, oui, il y a une voie. Il y a une voie j'ai dans déjà les dit l'Italie, entreprises, pardon. c'est pour ça que dans les ordonnances, Le Japon, le Là, reste de l'Italie. je dirais, rétablit quelque chose qui n'existait pas assez en France, qui existe dans tous les autres pays où il y a de la flexi-sécurité, de la social-démocratie, c'est-à-dire la capacité à négocier plus au niveau... Non, il n'y a pas la Russie, par contre. Et vendredi dernier, on avait 400 DRH et Troubadour. syndicalistes La Russie, c'était le G8. au ministère qui témoignaient des nouveaux types d'accords innovants qu'ils sont en train de faire. La condition, c'était de le présenter à 2, syndicalistes et entreprises. C'était enthousiasmant. C'est encore un début du changement culturel. Mais ça manquait en France. On avait un système où on décrétait d'un point de vue administratif la réalité sociale. Il faut des grands principes au plan national et dans la loi, mais la négociation dans l'entreprise... Ah, RU, pardon, oui, dans la Royaume-Uni. branche, Je crois qu'il disait Russie. Désolé. Je veux dire, il Oui. fallait donner Du coup, oui.
plus de dynamique. Et moi, je crois que là-dessus, il y a une voie. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut faire des choix. Et il y a un momentum. Je l'évoquais, le monde va quand même pas très très bien. Ça n'échappe à personne. Les Gilets jaunes, ça a été la forme en France, puisque les mêmes revendications ont trouvé des débouchés électoraux dans certains pays. Pas en France, parce qu'il y a une majorité pour élire Emmanuel Macron, et je m'en réjouis chaque jour. Mais j'espère quelques-uns dans la salle. Donc là, elle dit que les gilets jaunes, c'est Trump et le Brexit, quoi. Et je pense que ça prend d'autres formes dans d'autres pays. On voit dans le monde. Donc c'est pas quelque chose qui s'est construit en un jour, en 2 jours, en 2 ans. C'est plutôt sur 20, 30 ans. C'est des évolutions de la société. Mais ça nous oblige encore tous plus. Il faut tenir compte des territoires, il faut tenir compte du social, il faut converger avec l'économique et l'écologique. Si on ne fait pas ça, on ira dans le mur avec les jeunes générations et on ira dans le mur sur le plan économique, social et même, je dirais, pour la paix dans le monde. C'est un enjeu qui commence à devenir majeur parce que les inégalités, ça crée un jour ou l'autre des inégalités, l'appel, je dirais, des conflits. Oui, et Orban et la ministre, la Ligue et le M5S en Italie et Bolsonaro, etc. Mais en gros, we're just going to take a quick question from the audience, which will be directed at you. So if that's right. Étant donné que, Madame la Ministre, Muriel Pénicaud, vous avez parlé des jeunes générations. Comme vous savez, ici, il y a un concours tous les ans pour donner la parole aux gens qui ont 18 à 28 ans et leurs représentants d'ici. Et étant donné qu'un de nos... J'ai très peur que ça parte en issou dans tous les sens. Je vais vous demander de poser votre question directement à Sharon Burrow. Très bien, alors je sais pas si vous m'entendez, oui, ça marche. Donc je vais être direct. Donc on se demandait si en fait l'érosion de l'emploi standard, avec notamment l'ubérisation, l'intérim, l'auto-entrepreneuriat, est-ce que ça marque la fin d'un syndicalisme de lutte qu'on a pu connaître au 19e et au 20e siècle? Et si c'est le cas, est-ce qu'on ne devrait pas dialoguer directement avec les individus ou les entreprises plutôt que de passer par les syndicats? Est-ce qu'il faut se débarrasser des syndicats? Donc c'est une question pour vous. Well, good luck. You know, I've seen a Bonne lot chance pour se débarrasser des people syndicats. attracted actually to individual negotiation. By the way, there's nothing wrong with that. And people are free. You know, we don't want to live in societies where everybody has to conform. But I can tell you 3 things on this. One is that when you have collective bargaining and it works, it's a minimum of 20% difference between wages of people doing the same job. Quand vous avez des syndicats qui fonctionnent, ceux qui sont... on constate des différences de salaire qui sont de l'ordre de 20% par rapport aux endroits où il n'y a pas de négociation collective. Il y a beaucoup d'endroits où on essaye de briser la négociation collective, l'organisation collective, les syndicats, etc. Et que font les travailleurs? Ils ripostent, ils constituent des syndicats. Donc bonne chance pour vous débarrasser des syndicats. If they take on additional responsibility, then they want additional recompense. But we consult with the trade unions, and that's normal. I want to say to you, though, on the Uberization of the economy, sur l'ubérisation, it's just a bastardization of employment. C'est juste une bâtardisation de l'emploi. C'est échapper à ses responsabilités, c'est de mauvaises affaires. You have a social model. Make a choice between the European social model, where you actually know you have social protection, you'll have minimum wages, you'll have. Il faut faire un choix entre le modèle européen où il y a le droit au dialogue social, où il y a la loi, un droit du travail. Freedom of association is equated with freedom of speech. So in some cases, for the bottom feeders, employers can intimidate, bully. Et face à ça, on a le modèle américain où le dialogue social est délité, où le droit de s'associer, c'est on tape dedans. Pull guns on people when you talk to them I'm not kidding. It's like organizing a resistance movement. And if that's actually then se syndiquer, c'est un peu comme organiser un mouvement de résistance. Il faut se débarrasser du modèle américain qu'elle décrivait il y a une seconde. Il y a des jeunes qui le font aux États-Unis, qui se syndiquent.
we've interviewed them, or Korean Des in the conducteurs Middle Uber, East. Lyft, etc. And they'll tell you what they like and don't like, and they'll tell you what they would like people to argue for them and what they're happy to do individually. So, you know, I don't think collectivism is dead by any... In fact, I was thinking maybe I could retire, Stephen. I was just thinking, oh, wow, maybe it's time to sit back and watch what happens. But seriously, you know, if we value democracies and if we value fundamental rights and freedoms, then we don't want to constrain anybody from looking out for their own interests. Moi, je pense pas que les syndicats soient A morts. solidarity with each other. If we are not committed to solidarity with each other, then our families, our communities, what are we really saying is... Si on laisse le syndicalisme you know, are we mourir, anarchists all of a sudden? I don't c'est la première étape avant que d'autres protections collectives meurent, la fraternité en France, quoi, grosso modo. Vous êtes d'accord? Oui. He agrees with you. And that's the young people. You don't need to retire anymore. The young people agree with you. Sharon Burrows, merci beaucoup de votre présence ici. Bon, elle s'en fout, elle se casse. Donc, pour les prochaines 10 minutes, nous allons continuer. Vous pouvez poser des questions. Donc, il y a un microphone qui se promène, qui se balade par ici. Vous avez une question au premier rang? Petit mic drop, elle se casse, ouais. Sur les escaliers. Si vous avez le microphone, s'il vous plaît. Et donc elle est confiante dans le fait que le dialogue social risque pas de mourir et que on a parlé de la si redistribution c'est pas de du la dialogue, valeur, ce sera de la la discussion richesse. musclée. J'aimerais savoir pourquoi elle reste automatiquement liée au travail, à l'emploi, soit par le revenu, soit par l'aide sociale qui en fait est seulement donnée aux personnes qui ne travaillent pas ou qui travaillent peu. Et pourquoi on ne pourrait pas désolidariser la redistribution de la richesse du travail, ce qui permettrait à d'autres personnes de faire des travaux non payés tels que le bénévolat par exemple, ou l'aide à la communauté, l'aide aux personnes qui vieillissent, qui sera un problème social majeur dans quelques années. Jean Bonnardon. Le revenu universel, c'est ce qu'il demande en filigrane. Intéressant. Il y a aussi massivement la politique monétaire qui est un... C'est Benoît Hamon qui est dans le parfaitement dans le raison, public. Madame la ministre. L'impôt très fortement, mais après via l'aide sociale, puisqu'il faut redistribuer. Et il y a la politique monétaire dont on ne parle pas souvent comme un outil de redistribution, mais qui en est extrêmement puissant, puisque selon l'inflation et les taux d'intérêt, on redistribue massivement de la richesse de ceux qui ont des obligations vers ceux qui ont des actifs indexés sur l'inflation ou de cette manière-là. Et en ce moment, et plus les taux d'intérêt seront bas, plus on verra ces mouvements de redistribution, qui ne sont pas toujours d'ailleurs très bien maîtrisés, parce que ça dépend des comportements des gens et de ceux qui sont plus ou moins habiles à intégrer les conséquences de cette politique monétaire sur la redistribution de la valeur et du stock de valeur. Pourquoi, historiquement, les gouvernements ont beaucoup lutté contre l'inflation? Parce que, généralement, trop d'inflation nuit aux épargnants les plus modestes. Et souvent, je pense qu'on va voir que des taux d'intérêt trop faibles avec des inflations trop faibles auront le même effet, probablement, dans la durée. Merci beaucoup. Okay. Est-ce que nous avons une autre question avant de... Et le revenu universel, alors? Voilà, dans le bon, premier rang, madame. Bonjour, messieurs et madame les intervenants. J'aimerais poser une question principalement à madame la ministre. Ne pensez-vous pas qu'en décentralisant les pouvoirs et les services, nous pourrions renouer avec le dialogue social? Il faut décentraliser pour avoir plus de dialogue social. Alors c'est une vaste question, il y a deux sujets. Effectivement, c'est une vaste question. Pour moi. Enfin, il y a trois sujets. Un, c'est la décentralisation du dialogue social, ce qu'on a fait dans les ordonnances travail, clairement. Il faut être plus proche du terrain. Pour la convergence économique et sociale dans l'entreprise, elle est assez évidente. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas au niveau macro, mais elle est plus conceptuelle. Il faut faire les deux. Et on a décentralisé le dialogue social, ça c'est clair. La deuxième chose, vous posez la question de la proximité. Et là, on a un immense progrès à faire en France. Je pense que s'il y a un enseignement de l'année et des conflits sociaux qu'il y a eu, c'est qu'il y a beaucoup de nos concitoyens, selon l'endroit où ils habitent et d'où ils viennent, qui n'ont pas du tout le même sentiment de l'égalité. L'égalité, c'est une valeur cardinale en France. Tout le monde y est attaché. Et c'est vrai que selon qu'on habite dans une zone rurale, un quartier prioritaire de la ville ou le centre-ville d'une métropole en pleine croissance, on n'a pas accès à la même richesse, emploi, formation, parfois santé et services publics. Donc c'est un des sujets des maisons France Service qu'on veut faire partout. Il faut amener de la proximité. Il faut repermettre que partout sur le territoire, on
on puisse vivre et dignement. D'ailleurs, c'est pour ça que entre autres, dans les ordonnances, j'avais mis le droit au télétravail, mais c'est une petite chose parmi beaucoup. En tout cas, les maisons France Service, c'est un élément très important. Après, il y a la décentralisation politique, mais qui est honnêtement déconnectée du dialogue social, parce que les régions, les départements, ce ne sont pas des lieux de dialogue social au sens où on l'entend. Mais là, si j'ouvre le sujet, je vais prendre tout le reste du temps et ça ne va pas suffire. Donc, je vous propose de m'en rester aux mes 2 premiers commentaires. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je voulais demander à tous nos intervenants de nous donner une phrase de conclusion avant de demander à Alexandra Roulet de nous présenter ses conclusions en tant d'être un membre du Cercle des économistes. Donc, Gilles Finkelstein, commençons avec vous. Tout à l'heure, c'était 6 minutes, maintenant c'est une phrase. Désolée. Donc, je choisis, Stéphane, si j'ai bien compris, critiquer le collectivisme tel qu'il le décrivait, ça s'appelle pour moi le modèle européen et il doit être défendu. Il parle de lui. Et donc Gilles Finkelstein dit, va te faire voir, il faut défendre le modèle européen. You might be surprised, but there is more common ground among us than our individual interventions might suggest. When you talk about more decentralization, this means Elle et moi, on s'entend bien. less collectivism. And what is behind the so-called labor market miracle in Germany? It wasn't a miracle. It was the outcome of market mechanisms. It was decentralize. Les mécanismes de marché ont très bien marché en Allemagne pour faire baisser le chômage. Wages are more in line with the productivity at the local level, and this can be very different from one company to another company. It's nothing that can be agreed upon a macro level. And the way I interpret all the French labor market reforms is to replicate exactly this, to go towards more decentralization, to get nearer to where the information is. Il faut un syndicalisme plus décentralisé, where people have a common interest. plus proche du terrain. There is no clash of conflicts between employers and employees per se. Either both of them are successful in the marketplace, or both of them will go under. Soit les employés et les salariés, ont des intérêts communs, ils réussissent ensemble ou ils échouent ensemble. Exactly the direction that I would also suggest. Comme Gilles, je dirais, on n'a pas parlé d'Europe, mais c'est clé. Pourquoi ? Parce que ce que je disais au plan mondial, on sera fort pour la porter si on arrive... En une phrase, effectivement, c'est dur de ne pas être la caricature de ton discours, Skiri. S'il n'y a pas plus, là aussi, de contenu social dans le projet européen. C'est ce qu'on porte. Il faut un contenu éducatif, social, économique et écologique, centré sur l'innovation. On a aussi le droit d'innover sur le plan social et je crois qu'on est tous appelés à le faire. Ok. En une phrase, je dirais, le dialogue vaut mieux que la guerre, sauf en 1938. Ok. De Alexandra. Ok. Oui, rapidement, je pense que donc finalement, plutôt que le dialogue social à l'épreuve des individualismes, personne n'a vraiment pensé que l'individualisme était le principal problème du dialogue social, mais plutôt le dialogue social à l'épreuve du manque de croissance et du ralentissement des gains de productivité. Et finalement, on a eu un spectre de positions entre le dialogue social comme étant la cause de nos problèmes ou le dialogue social comme étant la solution. Et on a réussi à obtenir un point de consensus sur la fin avec l'idée qu'il fallait donc décentraliser le dialogue social. Et dernier point qui me paraissait important, c'est cette idée de poursuivre, surtout de construire le social aussi au niveau européen et multilatéral. Merci beaucoup. Ok. Je voudrais remercier mes intervenants, mes panélistes, Alexandra Roulet, Muriel Pénicaud, Gilles Finkelstein, Jean Bonnardo et Stéphane Coates. Merci beaucoup. Vous aussi, le public. Le dialogue continue aussi en ligne, peut-être sur Twitter. Au revoir. Merci. Et dans le chat d'Acropolis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. On a quelques instants ensemble. Quelques instants, on va se dire, je sais pas, on va voir. On va discuter tous ensemble de ce qui s'est dit. Ça continue également sur Twitch, tout à fait. Donc voilà, s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser vos questions. S'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on revienne, c'est le moment. On est là pour discuter tous ensemble. On a, je sais pas, on se dit quoi, 20 minutes, un truc comme ça ?
Voilà. Ça manquait d'une clémentine au terme, tout ça. Effectivement, c'est vrai que... Je sais pas, donc les discours, si vous avez suivi, on avait Sharon Burrow qui était syndicaliste et qui disait si vous essayez de faire sans les syndicats, vous allez voir que les syndicats vont pas vous laisser faire. Ce qui est d'ailleurs historiquement l'histoire de... Enfin, l'histoire syndicale, c'est une construction contre le pouvoir. Hein. Les syndicats ont, pendant en tout cas très longtemps, été en lutte contre des pouvoirs qui ne voulaient pas d'eux. On se souvient des lois Waldeck-Rousseau, etc., en France au début du XXe siècle, qui ont fini par permettre la constitution des syndicats, mais qui avant ça prenaient la forme de corporations, etc. Corporations qui ne défendaient pas forcément d'ailleurs les salariés, hein, mais parfois oui, parfois moins. Et à côté de ça, on avait Muriel Pénicaud qui était un peu au milieu, qui évidemment en tant que ministre ne peut pas dire, elle est ministre du Travail, donc elle ne peut pas dire ah non vraiment le dialogue social c'est de la merde, je déteste ça. Tout comme elle ne peut pas dire ah oui, il faut se plier absolument à tout ce que disent les syndicats. Ce serait compliqué, surtout vu les positions prises par son gouvernement, l'échec à plusieurs reprises des négociations collectives. C'est une position d'entre-deux que tenait Muriel Pénicaud. À côté de ça, on avait le professeur d'économie Stéphane Kuss, c'est ça Kuss, je ne sais pas comment ça se dit, qui lui était dans une position... Au début, qui paraissait caricaturel dans sa dernière intervention, peut-être un peu moins, peut-être qu'on voyait un peu mieux ce qu'il voulait dire, même si ça restait pas très clair à mon sens, mais en tout cas, sa première intervention avait l'air de dire « détruisons les syndicats ». Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais compris de sa première intervention. La deuxième avait l'air de tempérer sa première intervention, et dans sa dernière phrase, là, il a dit... Enfin, je crois qu'il a essayé de tempérer sa position en disant, alors je ne veux pas dire détruisons les syndicats, je veux dire revenons à un niveau plus local pour les syndicats. Et d'ailleurs, c'est un bon débat, le niveau d'action des syndicats. Est-ce que les syndicats doivent être dans l'action, dans la résistance, en tout cas dans le dialogue avec les gouvernements uniquement, ou est-ce qu'ils doivent avoir aussi une action individuelle avec des caisses de solidarité dans les usines, par exemple, ce genre de choses, des blocages, ce genre de choses, ou pas? C'est une bonne question, qui est aussi une question qui a traversé l'histoire du syndicalisme et où de grandes figures syndicales ne se sont pas forcément toutes entendues sur ces sujets-là. Et donc lui avait l'air de tenir une position qui était plus en faveur d'un syndicalisme local, et à ça certains syndicalistes répondraient oui, mais vouloir faire trop particulier, c'est laisser la porte ouverte à des particularismes qui nient l'égalité entre les salariés. Si j'allais essayer de chercher des noms de régions allemandes, mais on va le faire en France. Si en Auvergne et en Alsace, les droits syndicaux ne sont pas les mêmes, enfin les droits sociaux, les droits droit social, ça veut dire droit des travailleurs. Si les droits des travailleurs ne sont pas les mêmes en Alsace et en Auvergne, par exemple, on a un souci en termes d'égalité entre les travailleurs à l'échelle du territoire français. On peut avoir certains qui sont un bien plus mauvais régime que d'autres, et c'est pour ça qu'il faut une action générale et centralisée et jacobine. C'est un peu l'argument des jacobins, que ce soit d'ailleurs en politique en général. Donc voilà, lui, sa position, c'était plutôt en faveur d'un syndicalisme proche du terrain, on va dire. Voilà. Et à côté de ça, on avait Gilles Finkelstein, je sais pas comment ça, Finkelstein, qui lui nous disait qu'il y avait un discours un peu plus compliqué à comprendre. Il nous parlait d'état gazeux de la démocratie. Et j'étais pas. D'ailleurs, attendez, j'ai demandé à mon amie connaisseuse des aurores boréales. Oui, les aurores boréales, c'est un plasma froid. Voilà, je n'ai pas plus d'informations, mais c'est un plasma froid. Donc, visiblement, il avait un peu raison. Finkelstein qui nous disait, mais qui lui, en gros, était dans une position bien plus entre les deux aussi, comme Muriel Pénicaud, à ceci près que lui n'est pas tenu par la position politique compliquée qu'occupe Muriel Pénicaud. Lui, en gros, il était social-démocrate et il disait oui, il faut du dialogue collectif, il faut faire gaffe à ne pas à écouter un peu les syndicats parce que sinon ça pète. Mais on ne peut pas faire sans. Maintenant, il faut aussi que les gouvernements y mettent du leur, et voilà. On te l'a dit pour le plasma. Oui, mais vous étiez partagé sur le... C'est des émissions de plasma chaud du soleil, mais je ne crois pas que ce soit ça dont il est question. J'en sais rien. Bref, vas-y, si tu...
Dis-nous, Thibaut. Alors les aurores boréales, donc qui sont la ionisation des hautes couches de l'atmosphère, et c'est ce qu'on appelle un plasma naturel. Donc comme disait ta chère amie, des plasmas froids. Et pour les éclairs, c'est pareil, c'est aussi un plasma naturel. Oui, mais alors moi ma question là, c'est est-ce que c'est les émissions de plasma chaud du Soleil qui se retrouvent dans l'aurore boréale, qui est le plasma froid, qui devient du plasma froid? Alors Il me semble pas du tout. en fait c'est les comment dire, les particules magnétiques du Soleil. Enfin, le terme exact, je les l'ai ions, plus en tête. les... En fait, c'est les décharges électriques du fait de Soleil, donc la couche magnétique qui, en rentrant dans l'atmosphère, ionise et fait. Donc, mais ça vient bien du Soleil. Mais c'est le Soleil qui provoque, c'est Oui, pas, c'est le Soleil qui provoque. C'est pas la matière qui est sur le Soleil qui Non. se retrouve sur Terre. Ah si, c'est le Soleil qui envoie de la matière et qui se retrouve après dans l'atmosphère terrestre. Ok. Je demanderai à ma pote, Tout à fait. elle a fait sa thèse Et on sur parie les à aurores McDo, boréales. alors, hein. Donc, non, mais je veux bien te croire, mais c'est lié au vent solaire. Oui, pour moi, je veux bien croire qu'il y a du plasma sur le Soleil, qu'il y a, je sais pas, des ions ou des rayons lumineux qui sont envoyés, mais je vois mal de la matière se déplacer du Soleil jusqu'à la Terre pour ensuite... moi, ma question, c'est est-ce que ce qu'il y a dans l'aurore boréale était sur le Soleil 8 minutes plus tôt? C'est produit par le Soleil. C'est déclenché par le Soleil, ça j'entends bien, mais ça vient du Soleil, ça sort du. Ok. C'est des particules, tu vois, qui. Comment tu sais ça, toi? Parce que je n'ai pas de doctorat en astrophysique, mais c'est un domaine qui m'intéresse Ok. énormément. Ok. Bon. Et donc c'était ça le sujet des tables rondes, tout à fait, Redor, rien à voir, rien à voir. C'est pas Chirac qui est en plasma. Oh, soyez sympa avec Chirac. Bon, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec le plasma et les aurores boréales, n'hésitez pas, c'est le moment. Comment on est venu à parler d'aurore boréale? Parce que Gilles Finkelstein a fait une analogie, enfin je sais plus comment il s'est retrouvé à parler de plasma. Si, parce qu'il nous parlait de l'état gazeux de la démocratie, et après il nous parlait... Et en gros, ce qu'il voulait dire avec le plasma, c'était pas très adroit, j'ai trouvé, mais ce qu'il voulait dire avec le plasma, c'était à déconsidérer trop, enfin en tout cas ce que j'ai cru comprendre, à trop déconsidérer le dialogue social, on risquait de se retrouver, parce que le plasma, donc apparemment, ce qu'il nous disait, c'est un état éclaté des molécules et c'est le bordel. Et il nous disait, c'est le risque à trop déconsidérer le dialogue social, c'est que ça devienne le bordel. Hashtag gilet jaune, hashtag pavé dans la gueule. La notion de composante monétaire de la croissance, est-ce que c'est des conneries ou pas, tu demanderais, Jazz. Alors, ce que disait ah oui, effectivement, j'ai oublié sa position, le patron de HSBC. Alors d'abord, sa position sur ce débat-là, lui, ce qu'il disait, c'est... Attendez, je bois un petit coup. Ce qu'il disait, c'est que il estimait pas tant que c'était une question de est-ce que l'individualisme a explosé ou pas, et que c'est ça qui a délité ou pas le dialogue social. Lui disait un truc que je trouve pas inintéressant, qui est que quand tout va bien, c'est facile de se serrer les coudes. Quand tout va mal, c'est plus compliqué. Quand il y avait de la croissance entre la fin de la guerre et les années 70-80, tout roulait bien, la redistribution se faisait sans problème, etc. Et que aujourd'hui, ce délitement de la solidarité, pour aller vite, de la confiance, enfin, ce délitement de la solidarité trouvait sa cause, selon lui, dans la perte de confiance que peuvent avoir les citoyens, les travailleurs, les salariés, etc., dans l'état macroéconomique de la société. En gros, il n'y a pas de bonne perspective de croissance, et donc pas de bonne perspective d'emploi derrière, et donc du coup chacun se dit là ça devient plus compliqué, donc chacun pour sa gueule, et ce qui peut se traduire par et ça c'est Muriel Pénicaud qui l'a dit de manière je trouve assez rapide, mais ce qui peut potentiellement se traduire par des votes extrêmes par exemple. Et au détour de son intervention, il évoquait le fait que les politiques monétaires peuvent être une composante de la croissance, mais qu'on s'est privé de ces outils-là en France. Donc je vais essayer de résumer un peu. Et pour ça, il faut expliquer ce que ça veut dire politique monétaire. Alors, en économie, il y a plusieurs types de politiques qu'on peut mettre en place quand on est ministre de l'économie, Premier ministre, président de la République. Il y en a certaines qu'on appelle des politiques structurelles. En gros, c'est changer les règles du marché du travail, changer les règles de l'assurance, changer des trucs profonds, quoi. C'est pas des trucs conjoncturels, c'est pas des trucs qui répondent à une conjoncture particulière. Et après, il y a ce qu'on appelle les politiques conjoncturelles. Les politiques conjoncturelles, il y en a plusieurs types. Il y a par exemple
les deux principaux types de politiques conjoncturelles, c'est les politiques budgétaires et les politiques monétaires. Politique budgétaire, ce qui va vous permettre de comprendre ce que veut dire politique monétaire. Politique budgétaire, c'est vous êtes l'État, vous avez une somme de pognon, comment vous dépensez ce pognon, en gros. Ou alors à qui vous prenez ou vous ne prenez pas ce pognon, et à qui vous le donnez ou à qui vous ne le donnez pas. Parmi les politiques budgétaires, en gros, on différencie les politiques de la demande et les politiques de l'offre. Les politiques de l'offre, c'est on soutient l'offre de biens et services, donc en gros les producteurs, les entreprises. Et les politiques de soutien à la demande, c'est on soutient la demande de biens et services, donc les gens qui demandent des biens et des services, des gens qui consomment des biens et des services, et donc en gros, pour aller très vite, les ménages. Je vais vite, mais vous avez l'idée. Les ménages qui consomment, etc. Et les économistes se battent sur lequel des deux a le plus d'effet, lequel des deux marche le mieux. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les politiques monétaires. Les politiques monétaires, là où les politiques budgétaires, c'est l'État qui décide et c'est à périmètre constant de quantité de monnaie dans l'économie. Pardon. Les politiques monétaires, ce dont il est question, sans forcément tout le temps créer de la monnaie, a en général comme effet d'impacter la quantité de monnaie qui est disponible dans l'économie. Les politiques monétaires, c'est quoi ? C'était il y a longtemps, c'était par exemple imprimer littéralement des billets de banque. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, ça se passe différemment. Mais aujourd'hui, c'est modifier les taux d'intérêt directeurs, c'est-à-dire en gros modifier à quel point un crédit est rémunérateur ou pas. Ce qui du coup, si un crédit, ça rémunère beaucoup, il y a beaucoup de gens qui vont prêter de l'argent, ça va être plus facile d'emprunter, et donc du coup, l'investissement devrait se relancer, en gros. Après, évidemment, il peut y avoir d'autres effets qui viennent contrebalancer ça, mais voilà, c'est l'idée. C'est jouer sur les taux de réserve obligatoires des banques. Les taux de réserve, c'est quand vous prêtez 1000, il faut que vous ayez, si votre taux de réserve obligatoire il est 10%, ça veut dire qu'il faut que vous ayez au moins 100 de déposer dans les comptes, dans les coffres forts de votre banque. Je dis coffre fort entre guillemets, c'est pas réellement comme ça que ça se passe, mais voilà. Et donc, si vous changez le taux de réserve obligatoire, si vous dites que le taux de réserve obligatoire des banques il passe de 10 à 20%, et bien d'un coup, en supposant que les banques prêtaient tout ce qu'elles pouvaient, et ben d'un coup elles peuvent prêter 2 fois plus, et donc créer de la monnaie en prêtant de l'argent aux ménages, aux entreprises, etc. qui veulent investir. Donc voilà, c'est toutes sortes d'outils comme ça qui vont impacter sur la quantité de monnaie pour aller très vite. Et on appelle ça des politiques monétaires. Et la question que tu posais, Rajaz, c'est est-ce que la politique monétaire peut avoir un impact sur la croissance ? La réponse est oui, mais la réponse est oui, mais il faut faire vachement gaffe. Parce que déjà, on maîtrise assez mal comment ça impacte l'économie. Par exemple, pour l'inflation, on considère que l'inflation, il ne faut pas une inflation nulle, il ne faut pas une inflation négative, il faut un peu d'inflation parce que ça stimule l'économie, mais il ne faut pas trop d'inflation parce que sinon, plus personne ne veut posséder la monnaie et l'économie se désagrège. Pour aller très vite, je suis obligé de faire des raccourcis comme ça, je suis désolé. Mais, donc c'est vraiment de la fine balance, quoi. Par exemple, pour vous donner un exemple, c'est la question de l'indépendance des banques centrales. Pendant longtemps, les politiques monétaires, elles étaient aux mains des gouvernants. Je pense au roi notamment, qui décidait de combien de pièces, combien de louis avec la tête de Louis XIV on met en circulation. C'était Louis XIV qui décidait. Et Louis XIV, il décidait quand il avait besoin quand il voulait faire reconstruire Versailles, je dirais, j'en sais rien, je ne suis pas historien, mais il voulait faire reconstruire tel ou tel château ou les forteresses de Vauban ou je sais pas quoi. Et ben, s'il avait besoin de pognon, soit il pouvait augmenter les impôts, c'est une politique budgétaire, soit il pouvait dire, bon, on va faire de nouvelles pièces d'or. Voilà. Ou de nouveaux billets de banque, etc. etc. Bon, évidemment, ils n'avaient pas la même tête qu'aujourd'hui, les billets de banque. Et payer les artisans avec ça. Le seul souci, c'est que ça, quand vous injectez de l'argent dans l'économie, ça stimule l'économie à court terme. À long terme, si vous injectez trop de monnaie, à long terme, ça peut avoir des effets dévastateurs. Ça peut faire exploser l'inflation, qui du coup va impacter les gens qui ont peu d'épargne, puisque la valeur de leur argent va se déliter très vite. Du peu d'argent qu'ils ont va se déliter très vite. Ceux qui ont beaucoup d'épargne aussi, mais ils s'en foutent, ils ont beaucoup d'épargne, donc ils ont encore de quoi bouffer. Et donc du coup, on a estimé que c'était dangereux de laisser ça dans les mains des gouvernants parce que quand vous êtes roi et que vous avez une révolution qui fomente, vous sentez qu'il y a une révolte qui va arriver, paf, vous lâchez, je caricature, mais vous multipliez par 2 la quantité de pognon dans l'économie, tout le monde est content pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis au bout de 2 ans, vous avez à nouveau le même problème sous les bras. Et ça fait une croissance en dents de scie, un peu, enfin non,
pas du tout comme vous voyez là, puisque ça n'a rien à voir, c'est un truc financier. Mais ça fait une croissance en dents de scie, ce qui n'est pas bien pour l'économie, parce que du coup, votre croissance sur le long terme est plus basse que si jamais vous n'aviez pas une croissance en dents de scie. En gros, ça fait beaucoup plus de crises et de bulles. Et donc, on a considéré qu'on allait mettre les politiques monétaires en dehors des mains des gouvernants, parce que derrière, quand vous êtes dans un système démocratique, ça se traduit par « Ah bah il y a une élection dans 2 ans, allez, on multiplie par 2 la quantité de monnaie dans l'économie, on est réélu, mais par contre on a un problème au lendemain de l'élection. » Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Composante monétaire de la croissance est confuse pour moi, en particulier lorsqu'il semblait l'opposer à une composante de la croissance qui serait liée à l'innovation par exemple. Dans la croissance, il y a plein de travaux qui essayent de savoir qu'est-ce qui cause la croissance. Est-ce qu'on a de la croissance endogène ou exogène, par exemple? Donc, est-ce que c'est parce qu'on a des investissements est-ce que c'est parce que l'économie fonctionne bien qu'on a de l'investissement et que du coup l'économie fonctionne de mieux en mieux? Ou est-ce que c'est complètement du hasard et pas totalement dû à la quantité d'argent qu'on met sur des postes à perte, ou plutôt des postes sur lesquels le retour sur investissement est très incertain, à savoir l'investissement, la recherche et le développement, etc. Et dans la croissance, donc ça c'est une composante, l'investissement. Est-ce que c'est dedans ou pas? C'est une question qui se pose beaucoup en économie. La question des politiques budgétaires, est-ce que en soutenant les ménages plutôt que les entreprises, ça amène de la croissance, ou est-ce qu'au contraire ça amène plus de croissance en soutenant les entreprises que les ménages? C'est des débats qui ont lieu entre économistes. Et est-ce que les politiques monétaires ont un impact sur la croissance, ou au contraire, est-ce que ça peut avoir un impact, ça peut sembler avoir un impact à court terme et en fait avoir un impact de long terme qui est plus mitigé? C'est aussi des débats d'économistes. L'indépendance des banques centrales, il y a une partie des économistes qui est plutôt minoritaire, je dirais, qui pense que l'indépendance des banques centrales, c'est une connerie et qu'il faut remettre la politique monétaire dans les mains des gouvernants. Ça s'argumente dans les deux sens. Moi, je vais donner l'argumentation plutôt contre tout à l'heure. Il y a des gens qui pensent que se priver de la politique monétaire, ça inclut aussi tout ce qui est jouer sur les taux de change, par exemple. Eh bien, il y a des gens qui pensent que c'est une grosse connerie. Il y a des gens qui pensent qu'avoir créé la Banque Centrale Européenne, pour vous le dire très clairement, c'est une énorme connerie, parce que du coup, avant, c'était la Banque Centrale Française qui décidait qui avait un levier sur les taux de change, le taux de change entre le franc et les autres monnaies. Aujourd'hui, la Banque centrale française n'a plus la main sur ces sujets-là, et il y a des gens qui estiment que c'est des conneries. Voilà, j'espère que j'ai un peu éclairé tes interrogations, Red Jazz. Attendez, je lis un peu le chat, du coup. On balance masse monnaie, ça fait pas d'inflation actuellement. Oui, mais aujourd'hui, on est dans une situation très particulière, Yamish. Pour les rois, ça s'appelait battre la monnaie. Les billets existaient, mais c'est juste que c'était pas des billets produits comme aujourd'hui. Les billets, à la base, les billets de banque, il faut réaliser que c'est un papier sur lequel une institution dit un tel a déposé tant d'écus d'or chez moi, un autre de nos guichets devra lui rendre ses écus d'or. Un billet de banque, à la base, historiquement, dans les années, je sais pas, 1600, 1700, quand les premiers billets de banque, c'était quand les mecs qui allaient faire des pèlerinages à Jérusalem, ils déposaient leur argent dans le premier office des hospitaliers ou des templiers qui croisaient pour récupérer la même somme d'argent à la fin de leur voyage, sans avoir et du coup en évitant le risque de se faire braquer sur le chemin, par exemple. Les billets, c'est une lettre de change, exactement. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Merci. En gros, un billet, c'est un reçu. Évidemment, aujourd'hui, on le perçoit pas comme ça, parce que voilà, mais à la base, les billets, c'est effectivement des reçus d'une certaine manière. Si vous aimez ces sujets, allez voir la chaîne de Eureka, effectivement, très intéressant, on vous la conseille régulièrement dès que je parle d'économie. C'est un des pouvoirs régaliens, normalement, la création monétaire, ça devrait être non négociable. Regarde, il y a des gens... Alors, oui, c'est ce qu'on appelle un domaine régalien, mais il y a des gens qui estiment que l'armée devrait être faite au niveau européen et plus au niveau français. Pourtant, l'armée, c'est un domaine régalien. C'est juste qu'il y a des gens qui estiment que, à terme,
D'ailleurs, pas forcément tous ceux qui sont pour une armée européenne ou la Banque centrale européenne sont pour des États-Unis d'Europe, mais il y a des gens qui estiment que une monnaie européenne a plus de résistance à tous les phénomènes auxquels peuvent être confrontés une monnaie qu'une monnaie française, et ça s'argumente dans un sens où, comme dans l'autre, je ne vous dirai pas ce que j'en pense. Ce qui est sûr, c'est qu'on engraisse les banques et en plus, elles créent des crises économiques. C'est plus compliqué que ça. Les vidéos d'Eureka, je te les conseille parce que je ne vais pas les refaire là. D'ailleurs, je ne suis pas capable de les faire aussi bien improvisées comme ça. Mais il y a des vidéos d'Eureka qui montrent très bien en quoi, effectivement, ce qu'on appelle les marchés secondaires, c'est-à-dire les marchés. Quand tu es une entreprise et que tu veux lever de l'argent, tu vas aller dire à des gens, je te vends 50% des parts de mon entreprise et en échange, tu me donnes 2 millions d'euros. Je dis n'importe quoi, mais voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le marché primaire. Alors je dis, je te vends des parts, mais ça peut être des obligations, ça peut être des actions, ça peut être, etc. Derrière, il y a ce qu'on appelle le marché secondaire. Le marché secondaire, c'est les gens qui viennent d'acheter les parts de l'entreprise. J'ai acheté 10% d'Acropolis. Eh bien, ces 10% des parts d'Acropolis, je peux aller sur le marché secondaire et les revendre. Mes 10% d'actions d'Acropolis et les revendre potentiellement plus cher. La spéculation, ça a lieu essentiellement sur les marchés secondaires. Et il y a des gens qui disent, ah bah il faut se débarrasser du marché secondaire. Mais dans les vidéos d'Eureka, si vous les regardez, ou faites des études d'économie, vous le comprendrez très bien aussi, on comprend très bien en quoi, si vous supprimez le marché secondaire, c'est pas aussi simple de dire, ah il suffit de supprimer les marchés secondaires et d'un coup on n'a plus de spéculation. Et du coup, d'un coup on n'a plus tous ces dangers-là. Parce que si vous supprimez le marché secondaire, bah moi je suis vraiment pas sûr que j'aurais envie d'acheter mes actions d'Acropolis. Parce que si jamais un jour j'ai besoin de mes actions d'Acropolis, elles m'ont coûté 100 000 euros. Si jamais un jour j'ai besoin de récupérer cet argent-là, je ne peux pas aller voir Acropolis en disant rendez-moi mes 100 000 euros parce que Acropolis ils les sont dépensés pour acheter du matos, pour employer des gens, pour etc. Et du coup moi je suis coincé avec mes 10% d'actions, mais j'ai besoin de mes 100 000 euros parce que j'en sais rien, j'ai une maladie, voilà. Et du coup je suis bloqué. Et comme j'ai pas de marché secondaire où revendre mes actions, et bah du coup, en fait, je vais pas avoir envie d'acheter les actions à la base parce que c'est prendre un risque pour moi de rester bloqué avec juste du papier qui vaut pas 100 000 euros. Et donc du coup, dire il faut se débarrasser du marché secondaire, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Mais regardez les vidéos d'Eureka, je pense qu'elles expliquent bien ce truc-là que en économie on appelle ça les yaka faucons. Les gens qui disent ah bah il y a qu'à supprimer la spéculation. Ok d'accord, définis-moi la spéculation, tu vas voir. C'est vraiment pas simple à définir du tout ce que c'est qu'un phénomène spéculatif ou pas. Quelqu'un qui achète des actions en pensant les garder pendant 50 ans mais qui finalement a besoin de les vendre parce que il a une difficulté et il se trouve qu'il fait une bonne affaire au passage. Est-ce que c'est de la spéculation ? Bah, ça ressemble à de la spéculation, il a fait une bonne affaire au passage, mais c'était peut-être parce qu'il avait besoin de les vendre. Quelqu'un qui pareil, comptait les garder, mais voit que d'un coup le marché éclate, le prix de son action explose, et se dit bah ce serait débile de ne pas le vendre maintenant, et au final le vend. Est-ce que c'est de la spéculation ? Et du coup, intérêt à la spéculation, ça veut dire que tu l'obliges à garder ses actions, mais du coup, il n'aura plus envie de. Si tu obliges les gens à garder leurs actions et ils n'ont plus le droit de les vendre, bah, il va se passer exactement la même chose que ce que je dis il y a 2 secondes. Ils ne vont pas acheter les actions à la base, et donc du coup, il y aura beaucoup moins de gens pour prêter l'argent aux entreprises. Vous voyez, c'est pas aussi simple que ça, tous ces sujets-là. 1% d'Acropolis coûte 10 000 euros, pas mal comme petite entreprise. Vous imaginez bien que déjà j'ai dit 10%. Et oui, j'ai dit 10% à 100 000 euros, c'est ça. Mais du coup, les chiffres sont tout à fait fictifs. En gros, seuls les ultra-riches pourront acheter des actions. D'une certaine manière, on peut penser que oui. Voilà. Est-ce que je dois revendre mes actions d'Acropolis à cause du pollen d'Aix-en-Provence ? On n'est pas Aix-en-Provence, Fanny Dufosse. À quoi servent vraiment les banques dans le système de prêt ? Je veux dire création monétaire par la BCE, prêt à taux zéro aux banques privées, prêt aux États. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Les banques privées... On ne peut pas dire que c'est l'unique... Enfin, il y a peut-être des banques privées qui prêtent aux États, mais on ne peut pas dire que c'est les banques privées qui prêtent aux États. Je ne sais pas si je suis clair. Parmi les gens qui prêtent aux États, il y a très probablement toi. Si tu as de l'argent en épargne sur certains livrets, certaines assurances vie, etc., il est possible que dans ton panier de produits financiers qui est acheté et qui te rapporte de l'intérêt, etc., il y ait des obligations de l'État français ou de d'autres États. Donc, d'une certaine manière, oui, c'est ta banque qui a prêté de l'argent, mais je veux dire, c'est ton argent qu'elle a prêté, elle est intermédiaire dans ce truc-là. Peut-être que la banque prête aussi de son argent à elle, mais voilà. Les banques
tu demandes à quoi elle sert dans le système de prêt, je sais pas si si je vais réussir à répondre à ta question ou pas, mais les banques centrales disent aux banques classiques, quoi, vous devez avoir un taux de réserve obligatoire. Vous devez avoir, pour tous les 1000 € que vous prêtez, vous devez en avoir 100 sur votre compte en banque. Je ne sais pas quels sont les taux de réserve obligatoire en ce moment, j'en ai aucune idée, donc je prends des chiffres fictifs. Vous devez avoir un taux de réserve obligatoire. C'est 3%. 3%, merci. Donc du coup, je vais prendre 10%, ce sera plus simple pour les calculs dans ma tête. Donc du coup, ça veut dire que tous les 100 € que des gens prêtent dans votre banque, déposent dans votre banque, pardon, les banques peuvent en prêter au maximum 1000 € aux particuliers qui viennent lui demander, aux particuliers, aux entreprises, etc., qui viennent lui demander des prêts pour acheter une maison, acheter une voiture, créer une entreprise, agrandir son entreprise, embaucher plus, etc., etc. Et donc, d'une certaine manière, les banques centrales définissent un palier maximal de monnaie qui peut être en circulation dans l'économie. Mais ça ne veut pas dire que tout cet argent-là est en circulation dans l'économie. L'argent qui est en circulation dans l'économie, en revanche, c'est ce que les banques décident effectivement de prêter. Donc, par exemple, je suis une banque, mon taux de réserve obligatoire est de 10%, donc, et il se trouve que j'ai 100 € qui ont été déposés dans mes comptes, sur les comptes des gens qui ont un compte chez moi, j'ai 100 €. Je peux prêter jusqu'à 1000 € vu mon taux de réserve obligatoire, mais là en ce moment, il se trouve que je ne prête que 650 €. J'ai Thibaut qui vient voir et qui me dit j'ai besoin d'un prêt pour acheter un appartement. Je regarde son dossier, je vois que son dossier il est solide, il est fiable, etc. Je pense qu'il va me rembourser un jour, machin. Ok, je veux bien lui prêter 50 € de plus. Et alors, Thibaut me dit rectification, c'est 8% et pas 3%. Bref. Donc oui, je vais lui prêter de l'argent. Je vais du coup passer de 650 € prêtés en tout à 700 €. La banque a créé de la monnaie, a injecté de la monnaie. Cette monnaie sera détruite au moment où Thibaut va venir rembourser son prêt. Et voilà le rôle des banques dans le système de prêt. J'espère que j'ai réussi à te répondre ou pas. Voilà, je sais pas. En gros, pourquoi c'est les intermédiaires? Les banques, c'est juste des entreprises comme les autres, à ceci près qu'elles font que comme c'est des entreprises qui sont centrales dans le fonctionnement de l'économie, un jour on s'est dit bon, on va peut-être pas les laisser, on va leur donner des règles bien plus particulières que toutes les autres entreprises, parce que sinon on va avoir des soucis. Et donc les banques ont plein d'obligations, mais les banques, au fond, c'est juste des entreprises comme les autres, d'une certaine manière. Les banques cherchent à faire du profit aussi. Je parle des banques privées, par opposition aux banques centrales. Il y a des trucs comme la BREI, la Banque des règlements. C'est quoi le E déjà dans BREI? Mais c'est même pas BREI, c'est BRI, je suis con, c'est la Banque des règlements internationaux. Qui est en gros le prêteur en dernier ressort, etc. Voilà. Elles vendent du temps, oui, d'une certaine manière. Elles vendent de l'argent, je ne sais pas si on peut dire ça, les banques. Elles vendent tout un panel de services financiers. Les banques, d'une certaine manière, les banques ont un rôle similaire à la monnaie. C'est-à-dire que tu pourrais faire fonctionner une économie sans monnaie. Ce serait une économie de troc, c'est juste que ce serait infiniment plus compliqué. Parce qu'il se trouve que moi, je suis éleveur de chèvres, que Thibaut, il est éleveur de bœufs. Sauf que moi, ce dont j'ai besoin là maintenant, c'est des raisins. Ou c'est du bois pour faire mon enclos. Et le mec qui élève du bois, le mec qui cultive du bois, qui est le bûcheron, il est à 500 bornes et du coup pour acheter du bois, il faut que je me trimballe avec avec 500 moutons pour aller voir le mec qui vend du bois en lui disant est-ce que tu veux mes moutons contre du bois? Et le mec va me dire ah moi je veux pas des moutons en ce moment, je veux de la laine. Enfin, non, pas de la laine, c'est un mauvais exemple, j'ai dit des moutons, mais je veux une Xbox. Je vois une Xbox là, donc je veux une Xbox. Ah ok, bon, alors il faut que je trouve un mec qui a une Xbox, qui veut bien des moutons en échange de sa Xbox. C'est extrêmement compliqué, une économie de troc. Voilà, c'est juste, ça pourrait fonctionner, mais c'est ultra galère. Et du coup, les banques, ça a le même rôle dans l'économie. Une économie sans banque, avec juste de la monnaie sans banque, potentiellement, je ne sais pas à vérifier, mais potentiellement, ça pourrait fonctionner. C'est juste que c'est l'enfer, parce que tu vois, je te disais, je vous parlais tout à l'heure du marché secondaire, du fait de revendre ses actions à quelqu'un qui veut bien les acheter et qui n'est pas forcément celui à qui vous avez prêté de l'argent à l'origine. Et
quand bien même tu interdis les marchés secondaires, quand bien même tu interdis les bourses, en gros, ça va être très compliqué pour l'État de vérifier que, va falloir que ça sera très lourd pour l'État de vérifier que moi, avec mon paplard sur lequel il y a écrit obligation Acropolis, titre de dette d'Acropolis, quoi, en gros mes actions Acropolis, ça va être très compliqué pour l'État de s'assurer que je ne peux pas trouver quelqu'un qui, over the counter, comme on dit en anglais, c'est-à-dire au-dessus du comptoir, accepte d'échanger mon titre de dette d'Acropolis contre des billets. Donc, d'une certaine manière, si tu veux vraiment supprimer le marché secondaire, tu as intérêt à appliquer toute l'économie très 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 sévèrement, quoi. Et c'est très compliqué. C'est juste que du coup, mais c'est possible, des transactions over the counter, ça existe. Il y a des marchés qui fonctionnent comme ça encore. C'est juste que c'est des marchés particuliers dans lesquels avoir un fonctionnement boursier serait moins évident. Et donc du coup, les banques servent à fluidifier tout ça. D'une certaine manière, les banques, les monnaies, les bourses, c'est de l'huile dans le système. L'intérêt de l'huile, c'est que ça permet à la voiture de rouler avec beaucoup moins d'accros. L'inconvénient de l'huile, c'est que si tu es en métro, ta voiture elle risque de glisser et les freins risquent de plus marcher. Voilà. J'espère que c'était à peu près clair. Bon, les amis, il est 19h maintenant et je pense qu'on va se diriger vers une fin d'émission. J'espère que c'était intéressant. J'espère que j'ai pu un peu vous réussir à vous... Ce mécanicien professionnel, oui, c'est clair. On voit que réparer des bagnoles, c'est pas mon truc. J'espère que j'ai réussi un peu à vous éclaircir tout ça. J'espère que ces conférences vous ont intéressé. Je vous dis rendez-vous demain pour deux nouvelles conférences dont les sujets sont... Attendez, hop, évidemment, j'ai perdu les pages. Demain, on parlera... faut-il se méfier de la monnaie? Donc on pourra reparler de ces questions-là. Et... Oui, la deuxième page. J'ai perdu la deuxième page. Alors, je vais te dire ça tout de suite. Peut-on faire disparaître la corruption? Peut-on faire disparaître la corruption? Donc demain, monnaie et corruption seront les sujets abordés. Je vous dis rendez-vous à 9h30 pétante, avec beaucoup d'énergie, comme vous le savez, pour parler monnaie et corruption. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à follow et à sub Acropolis, tout ça, vous connaissez, à nous suivre sur Twitter, etc. Je ne vous refais pas le laïus, mais j'espère que ça vous a plu. Grâce à toi, j'ai décidé d'investir dans les cartes Pokémon, un investissement fiable, je n'en doute pas. Je suis sûr que David Lafarge sera ravi de te les acheter si tu choisis les bonnes. Achetons de l'or, tout à fait, c'est le bon moment. Voilà, faut demander à Thibaut si l'analogie avec l'huile était correcte. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à demain 9h30. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Gros bisous, ciao!